La France est le troisième pays au monde à cultiver le plus d'hectares en biodynamie, en particulier pour le vin. Regroupée sous les labels Biodivin ou Déméter, la biodynamie séduit de plus en plus. À l'ère du bio et de l'apparition des limites de l'agriculture intensive, la biodynamie apparaît comme quelque chose de positif, de naturel, de encore plus bio que le bio. Elle a bonne presse. Qu'en est-il vraiment? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec le père Jean-Christophe Thibault. Jean-Christophe Thibault, bonjour. Oh, Vous êtes aumônier d'un centre hospitalier en Moselle et prêtre de paroisse, historien des religions, spécialiste d'ésotérisme, auteur de plusieurs ouvrages, dont dernièrement Un regard chrétien sur l'agriculture biodynamique. Donc c'est un ouvrage qui est chez Artege et que vous allez nous présenter aujourd'hui. Alors qu'est-ce que la biodynamie? Ça vient d'où? biodynamie est une méthode agricole, mais qui peut être aussi employée par le jardinier du dimanche, si je puis dire, qui repose sur l'agriculture biodynamique. Alors, il faut remonter un petit peu à l'origine de cette culture. On est dans les années 20, exactement 1924, et c'est le début du lancement de tout ce qui va être ce qu'on va appeler, nous, le bio maintenant, qui est l'agriculture biodynamique, où on prend conscience que on ne respecte pas toujours les cycles de la nature, qu'on utilise des engrais chimiques, il y a une agriculture intensive. Donc un certain nombre à la fois d'agriculteurs, mais aussi de penseurs ou simplement de consommateurs pensent qu'il faut revenir à une agriculture plus respectueuse de la nature. Et dans le mouvement, il y en a un particulier qui est initié par un certain Rudolf Steiner, qui va avoir cette particularité, si je puis dire, c'est de proposer une méthode agricole, lui qui d'ailleurs n'est pas du tout du métier, n'a jamais même tenu une bêche dans ses mains de sa vie, mais qui est un ésotériste, un philosophe ésotériste qui appartient à ce grand mouvement de pensée fin du XVIIIe et XIXe siècle, mettant finalement un certain nombre de principes ésotériques en application dans le domaine agricole. Et c'est comme ça qu'est née la biodynamie. Alors justement, vous nous parlez de Rudolf Steiner. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer qui c'est exactement, quel est son parcours assez rapidement? En quelques mots, Rudolf Steiner, donc, est de langue allemande. Alors, il est sur plusieurs pays parce que ça a un petit peu évolué, peu importe. C'est un homme qui, d'abord, a fait une expérience quand il était petit, à l'âge de 7 ans, où il a découvert qu'il avait des dons paranormaux. Il était capable, et tout a commencé par le fait qu'il voit une femme qui venait de se suicider, qui lui parle. Donc, très jeune, il prend conscience qu'il existe un monde invisible, un monde, j'allais dire, d'êtres non incarnés. À partir de là, il va voir des fées, il va voir des gnomes, vous voyez un petit peu. Bon, ça, c'est dans son enfance. Il va s'intéresser à la philosophie en devenant plus grand, enfin en faisant des études. Mais la philosophie allemande était très dominée par Kant, qui lui, j'allais dire, est un rationaliste et peu ouvert à la dimension spirituelle. Alors, il va marquer une rupture avec ce temps-là, et donc il va développer lui-même tout un courant de pensée inspiré en particulier de Goethe, qui est donc c'est à la fois un philosophe et à la fois un poète, qui reprend la pensée ésotérique dont les racines plongent dans l'Antiquité, va se développer au moment de la Renaissance. Et lui va reprendre un peu tout ça pour essayer, j'allais dire, à la fois d'associer la science avec toute cette pensée ésotérique qui repose sur le fait qu'il y a un monde invisible dans lequel on peut entrer en contact, qui marque une rupture avec le judéo-christianisme, parce qu'il n'y a pas de Dieu créateur. Tout est sacré, si vous voulez, tout est d'origine divine, que la terre est sacrée. Et donc, il va entrer cette mouvance-là, et il va entrer dans une société spirituelle, on va dire, ésotérique de l'époque, qui s'appelle la société de théosophie. Et il va marquer une rupture, là encore, avec la société de théosophie, parce que la société de théosophie va devenir très orientale. Vous voyez, là, on est au début du XXe siècle, et donc considérer que que la réincarnation de Jésus était en réalité dans un certain Krishnamurti, qui était un jeune Indien. Et lui, comme il était
formés, en particulier initiés dans le courant de la franc-maçonnerie, mais Mm. aussi des Rose-Croix, va vouloir rester fidèle à une tradition occidentale, et c'est là qu'il va fonder l'anthroposophie. Ne cherchez pas l'origine de l'anthroposophie, lui il appelle ça la science de l'esprit. Et finalement, tout ce qu'il va découvrir, il va le découvrir à la fois par voyance et par des voyages astraux, enfin, bon, c'est toute une pensée, hein, où il va visiter une sorte de mémoire cosmique du monde qu'on appelle les annales akashiques, où il va, et tous ses livres finalement vont être inspirés de ses propres expériences spirituelles de voyance. Dans Alors, toute la mise en place, parce qu'il va fonder un certain nombre de choses, il va fonder des écoles, il va fonder une médecine anthroposophique, avec un, un laboratoire bien connu, le laboratoire Velleda, il va fonder des banques, il va fonder un tas de choses. Et sa dernière réalisation, c'est à la demande d'anthroposophes, en particulier d'agriculteurs, il va proposer cette méthode qui veut guérir la terre et aussi l'homme en utilisant certaines techniques et certaines et méthodes qu'il a baptisées la biodynamie. alors justement, ce que vous expliquez, c'est que donc il va fonder plusieurs choses, dont cette méthode agricole, mais que en fait, vous citez par exemple une des premières personnes qui avait écouté ça, qui était assez déroutée de savoir que donc on donnait quelques méthodes sans expliquer. Il y avait des ordres qui étaient, enfin des ordres, disons des conseils quoi, qui étaient donnés et qui pourtant n'étaient absolument pas expliqués. C'était comme ça, on savait pas trop pourquoi. Est-ce que vous pouvez justement déjà nous dire si l'efficacité de ces méthodes sont prouvées et puis revenir un petit peu sur justement qu'est-ce que c'est que ces méthodes, en quoi ça consiste? Il faut développer maintenant un petit peu l'aspect précis de ces méthodes. Alors effectivement, elles sont invérifiables parce qu'elles ne reposent pas sur des principes scientifiques. Alors après, on peut regarder ce que la science peut dire, on pourra en dire deux mots. Mais la méthode première, j'allais dire, c'est que tout dépendrait aussi de l'influence des astres. Mais pas une influence directe, hein. C'est pas imaginez, vous voyez, on pense beaucoup à l'influence de la Lune sur les plantations et du Soleil. Ça, on est bien d'accord qu'il y a une vraie influence. Mais lui, il parle pas de ça. Il parle à la fois de Saturne, il parle également de l'époque de Mars, il parle de l'époque de la Lune, etc. Parce que le grand fondement, et c'est au centre de l'ésotérisme, c'est la réincarnation. Et tout se réincarne, aussi bien les êtres humains, mais aussi la Terre elle-même a eu plusieurs incarnations. La Terre n'est qu'un des passages de j'allais dire, des différentes réincarnations. Donc tout est en relation, tout est uni. Il y a une sorte de principe premier, l'un, si vous voulez, qui s'est diversifié avec des niveaux entre le microcosme, on va dire l'homme par exemple, qui serait le microcosme, et puis la Terre, qui serait le macrocosme, et tout est en reflet, tout est en relation. Et la ferme, finalement, n'est j'allais dire, une dimension intermédiaire entre la Terre, la planète Terre, qui est divine, si vous voulez, d'une certaine manière, qui est sacrée, et l'homme. Alors très concrètement, cette méthode donc utilise un certain nombre de principes qui visent les préparats. Alors les préparats, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, alors ça peut paraître un peu curieux comme ça, mais c'est on met de la bouse de vache dans une corne, on enterre soit en été, soit en hiver, de manière à ce qu'elle se charge de forces cosmiques ou de forces terrestres. Et ensuite, une fois déterrée, on dilue, si vous voulez, cette bouse spirituelle, on va dire, parce qu'il s'agit bien, c'est chargé de forces spirituelles, de manière à la répandre de manière homéopathique, parce que c'est très inspiré aussi de l'homéopathie, les principes sur les cultures, de manière non pas à servir d'engrais, mais plutôt de permettre à ce qu'il y ait un rétablissement de l'équilibre entre les énergies cosmiques et les énergies terrestres qui seraient en déséquilibre, retrouver une forme d'harmonie, si vous voulez. Alors, est-ce que l'efficacité de ces méthodes, elle est prouvée? C'est très difficile parce que la plupart des gens qui pratiquent la biodynamie vont finalement utiliser des critères qui sont peu vérifiables. Ils vont dire ça donne
ça a meilleur goût, c'est plus sain, etc. Mais vous voyez, on est dans une appréciation qui est subjective. Évidemment, il y a eu quelques expériences scientifiques. Alors, il semblerait quand même qu'il y ait que ça apporte quelque chose. Mais qu'est-ce qui va apporter? Comme il y a une exigence enfin, si vous voulez, écologique assez importante, hein, il faut reconnaître que le principe est quand même très exigeant. Est-ce que c'est le fait d'avoir enterré cette bouse et chargée de force cosmique et ce dialogue qu'on a aussi avec par la méditation, parce que ce qui est très important, c'est que le fermier soit en adéquation avec sa ferme, donc médite et entre en relation avec les êtres élémentaux, les sylphes, les ondes, les ondines, etc. Vous voyez tout ce langage à la fois ésotérique. Est-ce que c'est ça qui fait des progrès, ou simplement le fait d'utiliser des produits naturels? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'agriculture biologique et l'agriculture proposée par Steiner, hein, la biodynamie? Là, la science ne le démontre pas. Il n'y a pas vraiment. Alors évidemment, et certains vont dire, mais si, regardez telle étude. Simplement, ce sont des études qui sont proposées par la biodynamie, donc c'est assez difficile de pouvoir mettre en évidence une vraie efficacité qui soit supérieure à celle d'autres techniques de l'agriculture Oui. biologique. Et alors c'est ce que vous dites, effectivement, que depuis la mort de Steiner, l'agriculture a évolué, qu'elle a intégré, disons, d'autres pratiques de l'agriculture, d'autres principes de l'agriculture biologique qui pourraient effectivement lui donner ses capacités et aussi la rendre plus défendable. D'ailleurs, la biodynamie a une très bonne presse. On va regarder un extrait d'un vigneron vidéaste et puis on en trouve des centaines d'autres comme cela pour montrer un petit peu la réception médiatique de cette technique. Et puis je vais vous demander pourquoi un tel succès. Mais d'abord on regarde cette vidéo. Je reste persuadé que c'est pas la biodynamie en fait qui fait la qualité d'un vin. La biodynamie en fait aide le vigneron à se remettre en question et à avoir une lecture en fait du végétal et une compréhension du végétal, du fonctionnement en fait de son environnement pour mieux comprendre en fait tout ce fonctionnement en fait de la nature et de la terre. Et si les gens déjà regardaient, quand je dis les gens, je parle des vignerons, regardaient déjà avec un autre regard leur vigne, un regard amoureux, et je pense qu'on aurait fait déjà un grand pas dans l'agriculture en termes de respect des terroirs, puis en respect tout simplement de la nature. Ouais, donc, on a cette vision de la biodynamie qui est un petit peu floue, on voit pas trop. Alors là, j'ai pris cet extrait parce que c'était un petit short YouTube, comme on peut en voir beaucoup, vous savez, qui font un petit peu... On peut en voir passer comme ça, et puis si on sait pas trop ce que c'est que la biodynamie, bon, effectivement, c'est vrai que là, dit comme ça... Bon, il n'y a pas grand-chose de répréhensible. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel succès et est-ce que c'est un problème, ce succès? C'est assez typique, si vous voulez, l'extrait que vous avez choisi. Et à mon avis, il est très intéressant parce que il faut bien se rendre compte que beaucoup de personnes qui utilisent la biodynamie, alors en agriculture, en France et surtout à grand niveau, hein, sauf celui qui l'applique dans son jardin personnellement, mais sinon c'est vrai que c'est essentiellement la viticulture en France. Donc il y a des très grands crus qui passent donc en biodynamie, mais quand on interroge ceux qui l'utilisent, ils disent souvent: moi, je veux pas m'intéresser à tout le soubassement philosophique, spirituel, ésotérique de Steiner, très méconnu d'ailleurs. Si vous allez sur des sites, vous verrez qu'il est mis de côté. On n'en parle pas trop, justement parce que ça pose problème. Et ce qui attire, c'est d'abord, il y a par derrière, si vous voulez, cette agriculture-là, il y a des labels, en particulier, je pense, Déméter en France, qui est important, où il faut reconnaître que les propositions qu'ils font est certainement les plus claires et les mieux suivies. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une vraie exigence et un regard que l'on porte sur cette agriculture qui se veut respectueux. Ça ouvre également à une dimension, vous voyez, il parlait de regard amoureux, vous voyez, un peu comme si finalement, ces plantations avec quelque chose, il faut entrer en osmose, il faut entrer en communion. Donc, vous voyez, donc, le fait de parler de méditation, on parle également du divin, on parle de divinité.
On ne parle pas, alors on peut parler de Dieu, mais vous voyez, donc c'est aussi le fait que c'est plus que de la technique. Il s'agit aussi d'un rapport à cette agriculture qui se veut justement ouvert à plusieurs dimensions, voilà, à des dimensions peut-être plus à la fois respectueuses du cycle du vivant, mais aussi qui intègrent une dimension spirituelle. Et je crois que c'est ça qui attire. Et en particulier, ça peut attirer des chrétiens. Et en particulier, moi, j'ai rencontré un certain nombre de catholiques, par exemple, qui, après la lecture de l'encyclique du pape Laudato Si, se sont dit, on va passer dans le bio. Et si vous cherchez qu'est-ce qu'il y a comme proposition de bio, vous allez tomber très vite sur la biodynamie parce qu'ils sont très organisés. Il y a une association par derrière, qui est l'Association internationale de l'anthroposophie, qui propose donc des stages, qui propose une prise en charge. Il y a une sorte de fraternité aussi de ceux qui pratiquent tout ça. Et c'est donc très attirant parce qu'on a l'impression de faire une sorte, j'allais dire, c'est beaucoup plus complet. Ce ne sont pas que des techniques employées, il y a aussi une dimension affective, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension qui dépasse largement, si vous voulez, une simple application de techniques bêtes et méchantes. Et puis après, soyons très clairs, beaucoup de gens finalement, cherchent ce label parce que vous vendez vos produits beaucoup plus cher, parce qu'ils ont bonne réputation. Et donc, vous voyez, alors il y en a je ne suis même pas sûr que tous appliquent les préparats et tout ça. Ils le font quand ils sont contrôlés, mais après, vous savez, ça coûte cher en plus. Hein. Ça coûte plus cher que l'agriculture biologique habituelle. Donc, on fait ça parce que ça permet de vendre ses produits un peu plus cher. Et c'est un peu chic, si vous voulez. Et alors, ma dernière question pour finir, ça va être, est-ce que du coup, on peut être justement catholique et pratiquer cette biodynamie? Est-ce qu'il n'y a pas finalement, est-ce que c'est pas aussi une façade disons d'introduction à des principes qui ne sont pas compatibles en fait avec la religion catholique? Oui, voilà le problème par rapport à nous chrétiens, on va dire, hein, c'est qu'effectivement, il y a toute une pensée qui, comme je vais essayer de le dire, même si c'est trop court là pour développer un peu cette pensée-là, mais ne se réfère pas du tout à la vision judéo-chrétienne, révélation biblique, puisqu'il n'y a pas de Dieu créateur, finalement tout est divin, que tout fonctionne finalement par des connaissances de secrets que l'on met en application, etc. Donc c'est toute la pensée ésotérique. Alors, appliquer cette technique-là, c'est d'une certaine manière adhérer au minimum, si vous voulez, à toute cette pensée qui se développe énormément aujourd'hui, qui est l'ésotérisme, la pensée ésotérique, occultiste, et donc mais qui se fonde sur des principes qui nous éloignent de la pensée judéo-chrétienne, parce que les références sont très différentes, si ce n'est même opposées. Alors il y a eu autant, je finis juste là-dessus, si vous voulez, ce n'est pas la première fois que cette pensée-là existe. La foi chrétienne a toujours été confrontée à la pensée occultiste. Déjà, les premiers chrétiens, saint Paul le premier, avait donné un nom à toute cette pensée un peu magico, vous voyez, spirituelle, et il avait appelé la gnose. Donc, c'est-à-dire le salut par ce qu'il lui appelait la fausse connaissance. Et les pères de l'Église ont toujours dit attention, faites attention à cette pensée magique, finalement, où on considère que l'on est sauvé par les connaissances d'un monde, finalement, de secrets de l'univers qui serait réservé à une élite, et dont le but est finalement se libérer de la matière. Parce que ce qui est très paradoxal dans toute cette pensée-là, c'est que finalement, il y a un très grand mépris de tout ce qui est le corps, le matériel, etc., qui sont des sortes de formes grossières pour libérer son esprit et son âme qu'on doit pour se refondre dans le principe premier, retrouver le principe premier. Donc, quand on est chrétien, il faut faire un choix. Il y a des choses positives dans la biodynamie, il faut le reconnaître. Il y a un vrai respect de la nature, etc., comme vous l'avez passé dans le reportage. Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas se cacher qu'il y a une pensée par derrière qui est aussi instrumentalisée et utilisée par la société d'anthroposophie, dont il faut rappeler que la Miviludes, qui est l'organisme de vigilance contre les dérives sectaires qui dépend du gouvernement et de l'État, du ministère de l'Intérieur, dénonce
dans son dernier rapport, en Et disant faites attention à l'anthroposophie, il y a des dérives sectaires. Et donc, bien sûr, une apparence qui peut être aussi trompeuse. Vous le verrez, il y a aussi des témoignages. Il y a plein de choses très intéressantes dans ce livre. Merci beaucoup, Père Jean-Christophe Thibault, pour cet entretien passionnant.